Ainsi donc, la cassation a rendu hier sa décision. Les fameux agendas de Nicolas Sarkozy seront conservés par la justice. Ces agendas, qui avaient été saisis dans le cadre de l'affaire Bettencourt, sont aussi intéressants dans le cadre de l'affaire Tapie Crédit Lyonnais. La révélation de la mise sur écoute de Nicolas Sarkozy dans le cadre du financement supposé de sa campagne présidentielle de 2007 par la Libye vient alourdir la situation de l'ancien président de la République. Et pour couronner le tout, la publication de conversations privées enregistrées par Patrick Buisson à l'époque où il était conseiller du président de la République, Nicolas Sarkozy, rajoute un parfum de scandale au quinquennat de l'ancien maire de Neuilly. Ces affaires sont-elles liées tout ensemble? Comment les éclairer? Et surtout, peut-être éclaire-t-elle d'un jour nouveau la gouvernance de Nicolas Sarkozy? Quelles sont leurs conséquences juridiques et politiques? Le droit et la politique font-ils bon ménage? Question récurrente et presque un peu marronnier. Mais enfin, aujourd'hui, nous avons que des hommes de l'art, Claire Durso, et des femmes pour répondre à ces questions. Ladies first. Bonjour Claire Durso. Bonjour. Vous êtes présidente de l'association des magistrats instructeurs juges d'instruction à Bobigny. Tout à fait. Alain Gérard Flama, bonjour. Bonjour, cher Marc. Faut-il rappeler que vous nous avez régalé de longues années ici au Matin de France Culture avec votre chronique et qu'aujourd'hui vous êtes chroniqueur éditorialiste au Point et toujours professeur à Sciences Po, et maître Daniel Soulez-Larivière, bonjour. Bonjour. Avocat au barreau de Paris, auteur de nombreux livres sur toutes les questions d'ailleurs que nous évoquons, auteur également d'un texte publié dans le Huffington Post, assez violent, très énervé, en colère, enfin très avocat, l'éloquence, les écoutes et la torture. Oui. Vous voulez que je développe? Voilà. Je ne sais pas si vous avez lu une écoute que on aurait faite de vos conversations. Moi j'ai été écouté comme les avocats. Je préférerais pas, comme dit Martin Barthelby. Voilà. Mais un jour, ça m'était donné de lire une écoute illicite qui avait été faite dans le cadre de procédures dont on a parlé, dont Edwin Plenel a parlé tout à l'heure. Et ce qui est frappant, c'est d'abord la première chose, c'est l'horreur que ça suscite, parce que vous vous rendez compte que ce que vous dites peut effectivement être interprété de façon complètement différente de ce que vous avez voulu. Donc, ça, c'était pas grave, c'était une conversation d'une demi-heure. Bon. C'est d'ailleurs un journaliste qui a eu la gentillesse, plutôt que de la publier, de me l'envoyer. C'était dans le cadre des écoutes de l'Élysée, bien connu. Bon, donc, je me dis que si on écoute des gens pendant 11 mois, et que je fais la comparaison avec une heure de torture, je pense qu'on peut faire dire aux gens, en triturant leur conversation de 11 mois, autant qu'en faisant une heure de torture de quelqu'un. Mais ça, c'est mettre en doute la probité des juges qui vont décrypter, des magistrats qui vont décrypter ces écoutes. C'est pas du tout ça. C'est que la nature même de ce que disait tout à l'heure Caroline Eliachev, c'est le fait d'écouter aux portes. C'est, comme on disait jadis, elle l'a répété, c'était être mal informé. Bon, donc le fait d'écouter aux portes par des écoutes. Bon, s'il s'agit d'une affaire de stupéfiants, par exemple, où on arrive à attraper les gens qui vont faire une livraison demain, après-demain, c'est assez simple. Mais lorsqu'on fait des écoutes de conversation très longues, ce n'est plus être sur écoute, c'est être sous écoute, comme si on était sous un traitement médical qui vous démolit. Ça, c'est le cas à Buisson, et nous reviendrons dans quelques instants, parce qu'il y a au fond plusieurs affaires qui, dites-vous, en fait, Daniel Larivière, sont indivisibles. D'autres disent, attention, il ne faut pas tout mélanger. Les agendas, c'est pas Buisson, et voilà, etc. Alors, Claire Durso. Ce qui me frappe quand même dans l'intervention qui vient d'avoir lieu, c'est que on parle d'écoute illicite. On n'est pas du tout, en l'occurrence, dans des écoutes illicites. Je doute que les gens qui aient subi réellement des tortures soient à même de faire la comparaison entre des écoutes et des tortures. J'en doute vraiment fortement. Et je tiens à rappeler que l'écoute dans une procédure judiciaire n'est toujours qu'un élément parmi tant d'autres, c'est-à-dire qu'on cherche à croiser plusieurs éléments
qui arrivent éventuellement au même résultat, pas forcément. Donc l'écoute n'est pas en soi un élément de preuve, il est croisé avec d'autres éléments de preuve. Alors, en quoi, pour partir du début, et notamment de la question de la décision hier de faire conserver, au fond, les agendas de Nicolas Sarkozy au juge, en quoi ces agendas vous semblent-ils si importants, et surtout, pourquoi... Que pense-t-on qu'ils peuvent révéler, et en quoi là, ça reste tout à fait normal? Je voudrais que vous écoutiez très simplement, c'était hier soir sur France Culture, Dominique Rousseau, professeur de droit constitutionnel à Paris 1 Sorbonne, qui commente cet arrêt de la Cour de cassation qui laisse la copie des agendas aux magistrats. Du point de vue du droit, rien à redire. À partir du moment où Nicolas Sarkozy avait bénéficié d'un non-lieu, il n'était plus parti au procès et par conséquent, il n'y avait plus d'objet pour lui à demander la restitution des agendas. Par conséquent, la décision de la Cour de cassation sur ce strict plan de procédure est parfaitement logique, parfaitement attendue, parfaitement prévisible. Et je note d'ailleurs que l'avocat de Nicolas Sarkozy, Maître Spinozzi, a lui-même déclaré que la décision de la Cour de cassation était tout à fait logique et indiscutable. Si ces affaires ressortent actuellement, c'est pas parce qu'il y a une obsession ou un acharnement sur Nicolas Sarkozy. C'est tout simplement que par son statut, le chef de l'État est protégé pendant 5 ans. Il est intouchable sur le plan judiciaire, sur le plan juridique pendant 5 ans. Les affaires donc ressortent après. Il ne bénéficie plus aujourd'hui de l'immunité présidentielle. Donc, les affaires dans lesquelles il était impliqué pendant son quinquennat ne pouvaient pas être traitées par la justice. Il a fallu attendre donc que Nicolas Sarkozy ne bénéficie plus de cette immunité, c'est-à-dire 1 mois après la fin de son mandat, donc juin 2012, pour que les juges reprennent les dossiers qui avaient été suspendus, reprennent leur enquête, qui aboutit maintenant au résultat que l'on voit. Voilà, Dominique Rousseau, je le rappelle, professeur de droit constitutionnel à Paris 1 Sorbonne. Alors, Alain Gérard Slama, ça veut dire que l'impunité, au fond, n'a qu'un temps? Ça veut dire surtout que ce qui est frappant, tout le monde excipe du bon droit de sa démarche, que ce soit les avocats, les juges, etc. Tout le monde respectait le droit. Et personne ne s'interroge sur le droit. Personne ne se demande quel est ce droit qui, aujourd'hui, rend possible, en effet, en pouvant dire, moi je ne fais qu'appliquer les tests, les formes, des pratiques comme celle-là. Car je suis complètement déchiré entre ma voisine de gauche, qui est la représentante ici éminente des juges d'instruction, et puis Maître Soulet-Larivière. Car Maître Soulet-Larivière me fait penser aux critiques qu'on adressait au Pascal des Provinciales, quand ils sortaient des citations de leur contexte pour en accabler les jésuites. Mais quand vous sortez une citation de son contexte, il est évident que le sens n'est plus le même que celui qui serait celui qu'attribuerait l'auteur quand il réfléchit à son texte, quand il réfléchit à sa conversation. Quand vous êtes dans une conversation quotidienne avec des amis, c'est bien connu, vous dites n'importe quoi. D'ailleurs, c'est si vrai que si vous soumettez un enregistrement que vous avez fait à l'insu d'une personne à un tribunal, ils ne la considèrent pas comme un élément de preuve, que je sache. Ils en font ce qu'ils veulent. Voilà. Bon, il vaudrait mieux qu'ils en fassent le moins possible. Et je voudrais juste vous faire une petite citation. C'est un dangereux gauchiste qui a dit « L'état de droit, la guerre, ça voulait dire que c'est l'État qui se donne des lois et des juges. » Et il a ajouté « Désormais, c'est le droit qui se donne la personne État pour instrument de communication et d'action. » Ce dangereux gauchiste, et le plus grand civiliste que nous ayons eu, c'est Jean Carbonnier. Et ça me frappe, si vous voulez, et je trouve ça extrêmement intéressant, parce que ça problématise précisément le point crucial de notre rencontre de ce matin, qui n'est pas tellement savoir qui a respecté le droit ou pas, ils ont tous respecté le droit. C'est le point de savoir quelle est l'évolution de notre droit. Alors, Daniel Soulet-Larivière et Claire Durceau. Oui, Daniel Soulet-Larivière. Je crois qu'il y a un problème
il est difficile de diviser les sujets, si vous voulez. Il y a un mouvement général qui dure depuis assez longtemps, parce que moi j'ai écrit un bouquin qui s'appelait Du cirque médiatico-judiciaire et des moyens d'en sortir, il y a 20 ans. Bon, la plupart des acteurs sont encore là. On a vu Edoui Plenel tout à l'heure, il y a encore Bernard Tapie, et le moyen d'en sortir, on l'a pas trouvé. Je dirais que ces choses se sont beaucoup aggravées encore depuis 20 ans, et j'essaie de réfléchir, de savoir pourquoi, et qu'est-ce qu'il y a d'un peu spécifique dans les problèmes actuels. Écoute illicite ou écoute pas illicite. Parce qu'entre nous soit dit, l'écoute illicite, elle révèle les choses, que c'est la même chose qu'une écoute licite, sauf qu'il y en a une qui est pas licite et l'autre qui l'est. Mais sur le fond des choses, le texte est exactement le problème que signalait Alain Gérard Slama est exactement le même. Alors ce qui se passe, de mon point de vue, et qui m'a frappé, qui a motivé cet article assez dur dans le Huffington, c'est qu'il y a une transformation, comme je disais. Nous vivons dans un monde de cinglés. Voilà, c'est ça, exactement. Les juges français n'ont pas le sens de la mesure. Voilà, exactement. L'hubris grec. Je vais développer ça une seconde. C'est-à-dire que depuis une dizaine d'années, on voit un espèce de mouvement mondial dans lequel il y a une banalisation de la pénétration de n'importe qui, dans n'importe quoi et chez n'importe qui. Par exemple, les États-Unis espionnent tout le monde. Bon, ils ont des espions qui dénoncent les États-Unis. Vous avez des gens qui vous écoutent, ils n'ont pas le droit de le faire. Vous avez une banalisation de l'écoute, une transformation du concept de transparence en un concept de vertu. Oui. Et ça, c'est quelque chose. Mais sauf que j'arrive à la fin. Et cette transformation de la transparence en vertu, qui est une folie, aboutit à une banalisation de la pénétration de chacun chez autrui et arrive à ce point que même lorsque les choses sont légales, il y a un moment où il y a un problème de proportionnalité que les militaires connaissent très bien, bien qu'ils possèdent des armes beaucoup plus dangereuses que les juges, mais on a le sens de la mesure, on a son hubris. Non. Et je crois qu'actuellement, ça disparaît et que cette banalisation aboutit à ce qu'il y ait des décisions d'écoute, par exemple, qui sont exagérées par rapport au sujet et à leur durée. Renseignez-nous sur votre hubris, Claire Dursault. Oui, tout à fait, je vais vous renseigner. Je vais vous raconter une anecdote. Moi, je suis venue en taxi ce matin, comme beaucoup d'entre nous, j'imagine, vu l'horaire très matinal à laquelle nous intervenons. Et je demandais au taxi, tout bêtement, ce qu'il en pensait. Et en fait, le monsieur a une réponse, je trouve, d'une banalité, d'un bon sens incroyable. Il m'a dit, si c'est la loi, ce que vient de nous dire monsieur Slama, il n'y a pas de problème. Effectivement, les écoutes sont encadrées par la loi, sont encadrées par la jurisprudence européenne et la jurisprudence internationale. On a des arrêts qui ont été rendus très récemment, en 2012, par la Cour européenne, les arrêts Michaud et Robenthal, qui fixent très précisément qu'effectivement, on a des droits de la défense, mais qu'il faut les mettre en balance avec la lutte contre la criminalité, qui est, comme tout le monde le sait ici, de plus en plus organisée, de plus en plus dangereuse, et donc c'est ces intérêts qu'il faut mettre en balance. Donc je suis un peu surprise qu'on mette sur le même plan des écoutes volées. Pour le faire gros, il n'y a pas de lézard, nulle part. Bah écoutez, écoutez, moi je n'ai pas accès au dossier, d'accord ? Oui, non, mais je n'ai pas accès au dossier. Donc moi je dis, vous êtes là comme experte de ces procédures-là. Voilà, il y a un cadre légal. Si on conteste, la légalité du placement sur écoute, 2, la retranscription de ces écoutes parce qu'il porterait atteinte au droit de la défense, il y a une chambre de l'instruction qui est là pour en juger, mais on ne juge pas d'une légalité des écoutes via la presse interposée sans avoir même eu accès au dossier. Enfin, je trouve ça assez hallucinant. Oui, mais on accuse du coup quand même le pouvoir d'avoir su mais d'avoir caché. On dit voilà, mais François Hollande il savait. Jean-Marc Ayrault dit, Taubira dit qu'elle savait pas, mais moi je vous dis qu'elle savait. Valls dit qu'il savait. Ça aussi se rajoute. Tout à fait. Alors si vous voulez, moi ça c'est du bruit, c'est du bruit. Alors attendez, non, ce que je trouve assez hallucinant, c'est qu'on demande tous les jours que les magistrats soient indépendants. Au moment où ils exercent leur indépendance, en faisant leur travail. Et s'ils s'intéressent à des personnes qui ont d'immenses responsabilités dans notre État, alors on s'émeut de l'indépendance avec laquelle ils travaillent. Il faut savoir ce qu'on veut. On veut des juges indépendants ou on veut pas des juges indépendants ? Slama, Alain Gérard Slama et Daniel Soler-Rivière. Je voudrais tout de même vous poser une question. Bien sûr, vous appliquez le droit, mais je suis pas votre chauffeur de taxi et je le regrette d'ailleurs parce que vous avez le retour. Voilà. Bon, mais
N'êtes-vous pas frappé quand même par la disproportion par rapport même aux jurisprudences que vous avez évoquées, entre la gravité objective des procédures utilisées et la fragilité des présomptions qui les ont justifiées, non pas par leur contenu, mais c'est que vous avez évoqué des affaires de terrorisme, des affaires de trafic grave. Or là, nous sommes dans un cas... Enfin, quand même, vous savez, Aljar, c'est l'affaire Bettencourt, l'affaire Tapie-Crédit Lyonnais et le financement libyen de la campagne présidentielle. La corruption éventuelle d'un magistrat, on a des présomptions, bien sûr, et on utilise un moyen très lourd, et il faudra peut-être nous interroger sur les conséquences de cette jurisprudence, si elle est avalisée, parce que ça pourra valoir pour beaucoup d'autres, où la présomption suffira à proportion même d'importance du personnage. Vous le savez bien. Ça sera, on n'évitera pas la dimension et l'importance du personnage, mais nous aurons la deuxième partie. La parole est à l'avocat Maître Solès-Larivière. La légalité des écoutes en question, elle n'est pas discutable. C'est prévu par le code, c'est fait. C'est pas un problème de légalité. C'est un problème d'opportunité. C'est un problème de mesure, de qualité-prix. Si vous voulez, quand on a un chirurgien a parfaitement le droit de vous opérer, il a le devoir de le faire, mais pas forcément au point de vous bousiller parce qu'il veut réussir bien son opération. Bon, il y a un rapport qualité-prix en tout, même dans ce qui est légal. Et ce n'est pas simplement le sujet, parce que on l'englobe dedans la question du secret professionnel de l'avocat. Et ce secret professionnel de l'avocat, il va finir par disparaître. D'ailleurs, il faut prévenir les journalistes qu'ils sont juste après dans la ligne qui va être atteinte. Donc, qu'est-ce que c'est que le secret professionnel ? C'est la condition, pour ce qui concerne la défense des citoyens, de l'existence de cette défense. Et alors, le secret, si vous voulez, il peut pas... Un pot, il est étanche ou il fuit. Bon, mais il peut pas être à moitié étanche et fuir à moitié. Ou bien il est étanche, ou bien il l'est pas. Le secret professionnel, c'est pareil. Quand vous avez des écoutes téléphoniques qui sont faites entre un avocat et sur son client, le client parle, il est enregistré, l'avocat lui répond, il est enregistré. Bon, comment voulez-vous faire la distinction entre le secret professionnel dans le cabinet de l'avocat et le secret professionnel au téléphone? C'est pas possible. On peut pas avoir un pot qui fuit à moitié. Il fuit, c'est tout. Donc il n'y a plus de secret professionnel. C'est une foutaise, pour dire une chose. Nous reviendrons sur toutes ces questions, bien sûr, en deuxième partie avec Brice Couturier. D'un tout petit mot, Alain Gérard Slama, est-ce que tout cela, au fond, quand même, ne prend pas cette dimension-là, parce qu'elle a une dimension qui s'appelle Nicolas Sarkozy? Là, réellement, dans cette affaire, je ne pense pas. Vous savez, en haute cour, deux petits mots. La haute cour prévoit que le président de la République, même pour un délit mineur, peut y comparaître. Vous pouvez, puisque autant existe la haute cour. Autrement dit, c'est proportionnel à l'importance de la personnalité. Que ce soit Nicolas Sarkozy ou un autre, il s'agit du président de la République, et par conséquent, même si le soupçon est véniel, on pourra peut-être le justifier en disant ce n'est pas acceptable de la part d'un personnage de ce niveau-là. Nous revenons sur tout...